Je m'appelle Patrick Graer. J'ai 45 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à bâtir des choses. Littéralement, je suis conducteur de travaux principal. Ce genre de type qui arrive avant le lever du soleil, qui étudie les plans, qui engueule l'équipe de maçonnerie quand ils sont à 2 mm près et qui ne quitte pas le chantier avant que tout ne soit conforme. J'ai géré des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros. Je sais repérer quand les fondations ont un problème avant n'importe qui d'autre. Ce qui est ironique, c'est que j'ai complètement manqué les fissures dans ma propre maison. Linette et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 24 ans. Elle en avait 23, elle travaillait à l'accueil d'un cabinet dentaire et elle avait ce rire qu'on pouvait entendre à travers tout le parking. J'ai mordu à l'hameçon très vite. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard et je pensais avoir tout compris à la vie. Nous étions heureux, sincèrement heureux pendant des années. Je travaillais dur. Elle gérait la maison. Et quand notre fils, Brody, est arrivé, j'ai eu l'impression d'avoir construit quelque chose de vrai, quelque chose qui comptait. Brody a 18 ans maintenant. Il a eu son bac le printemps dernier et est parti à l'université en août pour étudier le génie civil. Suivre les traces de son vieux père, ce qui, je ne vais pas mentir, m'a rendu assez fier pour verser une petite larme lors de sa journée d'accueil. Ce gamin est solide. Il l'a toujours été. Puis il y a eu Jake. Linette est tombée enceinte quand Brody avait 15 ans. Et je mentirais si je disais que ce n'était pas une surprise. Nous ne l'avions pas vraiment prévu, mais je fais avec, comme je fais avec tout le reste. On s'adapte, on s'ajuste, et on fait en sorte que ça marche. Jake est arrivé il y a 2 ans et demi et j'ai tenu ce garçon dans mes bras dans la salle d'accouchement et je l'ai aimé. Je l'ai aimé comme on aime quelque chose de totalement vulnérable qui a besoin de vous. Mais quelque chose m'a tracassé dès le début, quelque chose que je ne cessais de refouler. Jake ne me ressemble pas. Pas de manière évidente. Pas de la façon qui ferait sonner les alarmes. Mais je suis un homme qui remarque les détails. C'est littéralement mon métier. Et depuis que Jake avait environ 1 an, il y avait ce malaise diffus dont je ne pouvais pas me débarrasser. Je me disais que j'étais paranoïaque. Linette avait été différente pendant cette grossesse, plus distante, plus fermée, mais j'ai mis ça sur le compte du stress. Elle avait 40 ans, après tout. Une grossesse surprise à 40 ans, ce n'est pas exactement une partie de plaisir. Pendant ce temps, je continuais à travailler. De longues heures, de longues semaines. Je supervisais un énorme développement commercial du côté de Marne-la-Vallée, à environ 40 minutes de notre maison à Versailles. Les journées de 12 heures étaient la norme, parfois 16. Je rentrais à la maison, mangeais ce qui restait sur la cuisinière et m'écroulais dans mon lit. Linette disait qu'elle comprenait. Elle disait les choses qu'il fallait, mais elle a arrêté de demander comment s'était passée ma journée, et son téléphone a commencé à aller partout avec elle, aux toilettes, dans la chambre, posée face contre table sur le comptoir de la cuisine. Elle a commencé à sortir davantage. Des soirées entre filles, comme elle disait. Un cours de fitness le jeudi. Une nouvelle amie nommée Amanda que je n'ai jamais rencontrée. J'ai tout remarqué. Je ne voulais juste pas croire ce que je constatais. Le moment qui a mis fin à mon déni fut un mardi de septembre. J'étais au rendez-vous de contrôle des 18 mois de Jake chez le pédiatre. Linette m'avait demandé de l'emmener parce qu'elle avait un imprévu au travail. Le pédiatre, le docteur Callaway, passait en revue les analyses de sang de Jake et a mentionné son groupe sanguin en passant. Groupe AB. Je suis O, Linette et groupe A. Je suis resté assis là pendant que le docteur Callaway continuait à parler et je n'ai absolument rien entendu parce que j'en savais assez en biologie élémentaire pour comprendre ce que signifiait le groupe AB quand les 2 parents sont O et A respectivement. J'ai conduit jusqu'à la maison avec Jake sur le siège arrière, sa petite main entourant un camion miniature, totalement inconscient. Je l'ai couché pour sa sieste, puis je me suis assis seul à la table de la cuisine et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai juste pris une décision. J'allais découvrir exactement ce qui se passait et j'allais être prêt pour tout ce que je trouverais. J'ai commandé le kit de test ADN en ligne cette nuit-là. Laboratoire privé, emballage discret, résultat en 7 à 10 jours ouvrés. J'ai utilisé mon adresse mail professionnelle et je l'ai fait livrer au bureau du chantier à Marne-la-Vallée. Personne ne pose de questions sur les colis sur un chantier de construction. La moitié du temps, il y a 3 ou 4 livraisons par jour. Personne n'a les remarqué.
En attendant, j'ai fait ce que je fais toujours quand je suis confronté à un problème que je ne peux pas régler immédiatement. J'ai travaillé. J'arrivais à 6 heures chaque matin, je faisais le tour du chantier, je vérifiais le coffrage de lait, je signais les rapports de contrôle. Je gardais un visage neutre et une voix stable. Mon équipe de 32 hommes n'avait aucune idée que leur chef était en train de s'effondrer silencieusement à l'intérieur. Mais je ne faisais pas qu'attendre. Je cherchais. J'ai commencé à éplucher nos relevés bancaires joints en ligne, quelque chose que je n'avais pas fait avec attention depuis des mois, peut-être plus. Je n'en suis pas fier. J'étais devenu paresseux avec les finances, faisant confiance à Lynette pour gérer les comptes du ménage pendant que je me concentrais sur mon boulot. Grosse erreur. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Au cours des 14 derniers mois, il y avait eu un schéma récurrent de retrait d'espèces. Toujours entre 3 cents et 700 €. Toujours les jours où Lynette me disait qu'elle faisait des courses ou qu'elle voyait une amie. 17 retraits au total. Je les ai additionnés 2 fois. 8 400 €. Disparu. Aucun achat correspondant sur aucun de nos comptes. Aucun ticket de caisse. Aucune explication. Je suis resté avec ce chiffre en tête pendant un long moment. Puis j'ai creusé plus profondément. J'ai sorti les relevés de cartes bancaires et j'ai trouvé 2 débits pour un hôtel à Paris, un Marriott dans le centre, les 2 fois en milieu de semaine, à environ 8 mois d'intervalle. La première fois, je faisais une inspection de nuit à Marne-la-Vallée. La deuxième fois, Lynette m'avait dit qu'elle restait chez sa sœur à Orléans parce qu'elle était malade. Je me souviens de ce week-end. Je lui avais demandé comment allait Karen. Elle m'avait dit « Mieux, merci de demander ». J'ai fermé l'ordinateur et je suis allé me coucher. Je n'ai pas dormi. Le kit ADN est arrivé sur le chantier 9 jours après l'avoir commandé. J'ai prélevé des échantillons sur Jake pendant le bain ce vendredi soir-là. Lynette était sortie à ce qu'elle appelait un club de lecture, ce qui, je le comprenais maintenant, signifiait tout autre chose. J'ai crié et éclaboussé d'eau pendant que je frottais un coton-tige sur sa joue. Totalement heureux, totalement inconscient. J'ai envoyé les échantillons le lendemain matin en utilisant l'enveloppe prépayée. 6 jours plus tard, les résultats sont arrivés dans ma boîte mail à 7h14 du matin. J'étais déjà sur le chantier. J'ai lu l'objet du mail, vos résultats de test ADN sont prêts. Et je suis resté assis dans mon pick-up sur le parking pendant 3 bonnes minutes avant de l'ouvrir. Pas le père biologique. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai mis mon téléphone dans ma poche, je suis sorti du véhicule et j'ai marché sur le site. J'ai mené la réunion de sécurité de la journée sans la moindre hésitation dans la voix. Personne ne savait. C'est ça, le truc quand on est le responsable. On apprend à porter le poids sans que ça ne se voit. Ce soir-là, j'ai appelé mon père. Frank Greer a 72 ans et vit à 40 minutes de Versailles dans une maison qu'il a construite lui-même en 1981. Il a passé 30 ans comme tuyauteur avant que ses genoux ne lâchent, et c'est la personne la moins théâtrale que j'ai jamais connue. Quand j'ai conduit jusque chez lui et que je me suis assis à sa table de cuisine pour lui raconter tout, le groupe sanguin, le test, les frais d'hôtel, l'argent liquide, il n'a pas bronché. Il nous a servi une tasse de café, a remis la cafetière sur la plaque et est resté silencieux un moment. Puis il a dit, « Depuis combien de temps sais-tu que quelque chose ne tournait pas rond ?» J'y ai réfléchi honnêtement. Probablement 2 ans, ai-je admis. Il a hoché la tête lentement comme si cela confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Tu as toujours laissé les choses traîner trop longtemps avant de les réparer, a-t-il dit. Tu te souviens de ce problème de poutre sur le chantier Henderson? Tu l'avais vu en mars et tu n'as pas fait tomber le mur avant juin. C'était bien mon père. Pas de cris, pas de drame, juste droit au but. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-il demandé. Je vais être intelligent, lui ai-je dit. Je ne vais pas tout faire exploser. Je vais d'abord parler à un avocat. Il a donné un seul signe de tête, celui qui signifie « bien ». Puis il a dit « Ne lui fais pas savoir que tu sais. » Pas encore. Les gens font des erreurs quand ils pensent qu'ils ont toujours une longueur d'avance. Je suis rentré chez moi cette nuit-là avec les mots de mon père ancrés dans ma poitrine comme du lest, stable, terre à accent grave terre. Le lendemain matin, j'ai appelé Diana ROR. Un collègue de l'entreprise l'avait utilisée 2 ans plus tôt lors d'un litige immobilier. Il m'avait dit qu'elle était tranchante comme une lame et 2 fois plus calme.
Son cabinet était dans le centre de Paris et elle a accepté de me voir ce jeudi-là. Quand je me suis assis en face de son bureau et que j'ai tout déballé, les résultats du test, les relevés bancaires, les frais d'hôtel, elle n'a pas semblé surprise. Elle a juste écouté, prenant des notes sur un bloc juridique jaune. Et quand j'ai fini, elle a levé les yeux et a dit « Vous avez bien fait de venir ici avant de dire un mot à qui que ce soit. » « Quelle est ma position ?» ai-je demandé. « Forte, a-t-elle dit. Beaucoup plus forte qu'elle ne l'imagine. » Elle s'est adossée à son fauteuil. « Voici ce que je veux que vous fassiez, continuez à agir normalement. Laissez-la croire qu'elle mène la danse. Pendant qu'elle pense préparer le terrain, nous allons tranquillement retirer chaque pièce de l'échiquier. » Je suis sorti du bureau de Diana cet après-midi-là, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, le contrôle. Le jeudi après ma rencontre avec Diana, j'étais sur le chantier pour examiner la paperasse de livraison d'acier quand mon téléphone a sonné. Le nom de Brody s'affichait sur l'écran. Il appelait habituellement le dimanche soir. C'était notre routine depuis qu'il était parti à l'université. Un appel un jeudi après-midi en octobre signifiait que quelque chose n'allait pas. Je me suis éloigné de l'équipe et j'ai répondu « Allô, papa ?» Sa voix était plate, pas sa voix normale. « Brody, qu'est-ce qui se passe ?» Il y eut une pause, le genre de silence qui vous dit que quelqu'un essaie de trouver comment dire quelque chose qu'il porte en lui depuis un moment. Puis il a dit « Je suis rentré le week-end dernier. Une visite surprise. Je n'avais pas dit à maman que je venais. Je suis resté parfaitement calme. D'accord. Elle n'était pas là. Je suis entré avec ma clé et j'allais attendre, mais je me suis ennuyé et j'ai pris son iPad sur le comptoir pour regarder quelque chose. Autre pause. Papa. Elle n'était pas déconnectée de ses messages. Je me suis éloigné davantage de l'équipe, vers la clôture à la limite du chantier. Qu'est-ce que tu as vu? Assez. Sa voix était tendue. Il y a un certain Matt. On dirait que ça dure depuis un moment. Je n'ai pas tout lu. J'ai posé l'appareil assez vite, mais ce que j'ai vu suffisait. Il s'est arrêté. Papa, je suis désolé. Je ne savais pas si je devais t'appeler ou, tu as fait exactement ce qu'il fallait, ai-je dit. Tu m'as appelé. C'est ce que tu devais faire. Tu vas bien? J'ai regardé à travers le chantier, l'armature en acier s'élevant contre le ciel gris de la région parisienne, l'équipe travaillant efficacement en bas, tout ce qui était ordonné, mesurable et sous contrôle. Je vais bien, lui ai-je dit. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ne dis rien à ta mère. Ne change rien à ta façon de lui parler ou à la fréquence de tes appels. Tu peux faire ça? Oui, a-t-il dit doucement. Je peux faire ça. Et Brody, rien de tout ça ne change quoi que ce soit entre toi et moi. Pas une seule chose. Il est resté silencieux un moment, puis a dit, je sais, papa. Sa voix avait quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était plus une voix d'enfant. Quelque chose de plus posé que ça. J'ai raccroché, je suis resté 60 secondes devant la clôture, puis je suis retourné vers mon équipe et j'ai passé le reste de l'après-midi à vérifier des calculs de charge comme si de rien n'était. Ce soir-là, j'ai appelé Diana pour lui parler de l'appel de Brody. Elle a dit que c'était une confirmation utile, mais m'a conseillé de garder Brody à l'écart de toute procédure juridique si possible. Il a 18 ans, a-t-elle dit. Laissez-le être le fils, pas le témoin. J'étais d'accord. Puis Diana m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. En récupérant des documents publics dans le cadre de ses recherches préliminaires, son assistante avait trouvé quelque chose d'intéressant sur Matt. Nom complet, Mathieu Allen Kowalski, 41 ans, résident actuellement au 4412 allée des Bouleaux à Andersonville, qui était l'adresse de sa mère. Il n'avait aucun bien immobilier à son nom, un véhicule en leasing et des dettes de carte bancaire totalisant quelque chose comme 60 000 €, basés sur 2 jugements prononcés contre lui au cours des 3 dernières années. J'ai ruminé ça un moment. Donc, elle prévoit de quitter une maison payée et un revenu stable, ai-je dit, pour un type qui vit chez sa mère et qui doit 60 000 balles? La voix de Diana était sèche. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Elle a aussi signalé quelque chose qui m'a touché plus fort que les informations sur Matt. Son assistante avait sorti un rapport du détective privé que j'avais autorisé à engager la semaine précédente.
L'enquêteur avait fait des vérifications d'antécédents et recoupé des informations financières. La conclusion, l'homme le plus susceptible d'être le père biologique de Jake n'était pas Matt Kowalski. Il y avait une troisième personne, un homme nommé Roger Delroy, 44 ans, marié, père de 3 enfants, travaillant comme estimateur principal de projets dans une entreprise de construction concurrente en Auvergne. Lui et Lynette s'étaient apparemment croisés lors d'un événement de réseautage professionnel il y a environ 3 ans. J'ai dû lire ce paragraphe du rapport 2 fois. Matt n'était même pas le bon type. Lynette ne m'avait pas seulement trahi une fois. Elle menait 2 situations séparées pendant que je travaillais 12 heures par jour pour payer le crédit. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon père cette nuit-là sans appeler avant. Franck était sur sa terrasse arrière avec une tasse de café, regardant la lisière des bois s'assombrir. Je me suis assis en face de lui et lui ai parlé de Delroy. Il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit, « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?»« Je vais l'utiliser, » ai-je dit, légalement via Diana. Il m'a gratifié d'un signe de tête lent. « Bien. Reste propre. Tu joues la carte de la droiture où tu ne gagnes pas vraiment. » Je suis rentré chez moi et je me suis endormi à 21h30. Le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des semaines. 3 semaines après ma rencontre avec Diana, j'étais prêt. La paperasse était béton. Le contrat de mariage que nous avions signé avant notre union, celui dont Lynette s'était plainte à l'époque, mais qu'elle avait signé quand même, était parfaitement en règle. Diana l'avait révisé 3 fois. L'acte de propriété de la maison de l'allée des Sycomores était uniquement à mon nom, un fait que Lynette avait probablement oublié parce que c'était comme ça depuis 4 ans suite à un refinancement que j'avais géré pendant qu'elle rendait visite à sa sœur en Floride. Les comptes joints avaient été stratégiquement ajustés. La documentation sur les retraits d'espèces non autorisés et les frais d'hôtel avait été organisée et classée. J'étais prêt. Elle ne le savait juste pas. C'était un samedi matin. J'étais au comptoir de la cuisine en train de boire mon café quand Lynette est descendue en peignoir, se déplaçant avec une sorte d'énergie délibérée qui signifiait qu'elle avait répété quelque chose. Elle s'est assise à la table de la cuisine, a placé un dossier en carton devant elle et m'a regardé avec une expression qu'elle avait clairement travaillée, ferme, triste, composée. Je reconnaissais une mise en scène quand j'en voyais une. Elle a fait glisser le dossier sur la table vers moi. À l'intérieur se trouvait un paquet de papiers de divorce déjà rempli avec ces informations en haut. « Patrick, a-t-elle dit, je pense qu'il est temps d'être honnête l'un envers l'autre. Je pense que nous savons tous les deux que ça ne marche plus depuis longtemps. » Elle a croisé les mains. J'ai parlé à un avocat. Je pense que c'est la meilleure chose pour nous deux. J'ai ramassé le dossier. Je l'ai ouvert. J'ai regardé les papiers à l'intérieur. Et puis j'ai fait quelque chose pour lequel elle ne s'était clairement pas préparée. J'ai souri. Pas un sourire poli, pas un sourire nerveux, un sourire lent, authentique, profondément soulagé. Le genre qui vient d'un homme qui attend ce moment précis et qui est heureux qu'il soit enfin arrivé. Enfin, ai-je dit. La contenance de Lynette a légèrement glissé. Un battement derrière ses yeux, une hésitation à peine visible. Quoi? J'ai attrapé un stylo sur le comptoir derrière moi, je l'ai ouvert, et j'ai vu mon nom au bas de la première page sans lire un mot de plus. Puis j'ai posé le stylo et j'ai fait glisser le dossier vers elle. L'expression sur son visage m'a tout dit. Elle s'attendait à de la résistance, du chagrin ou de la colère, tout sauf le calme satisfait d'un homme qui avait déjà fait ses devoirs. Elle était entrée dans cette cuisine en pensant être celle qui me surprenait. Au lieu de ça, elle regardait quelqu'un qui n'avait pas été surpris depuis des semaines. « C'est tout ?» a-t-elle réussi à dire. « C'est tout », ai-je dit, et j'ai pris une gorgée de mon café. Elle s'est redressée, essayant de récupérer. Je pense que ça a le plus de sens que je reste dans la maison pendant que tout est finalisé. J'ai posé mon mug. Ça ne va pas le faire. Ses yeux se sont rétrécis. Pardon? La maison, Lynette, elle est à mon nom. Uniquement mon nom, depuis le refinancement en 2020. J'ai gardé ma voix parfaitement égale. Tu peux vérifier l'acte de propriété si tu veux. Le cabinet de Diana Heroer en a une copie. La couleur a changé sur son visage. Eh bien, ce n'est pas, et avant que tu ne parles du partage des biens, ai-je continué en me penchant légèrement en avant, j'aimerais que tu jettes un œil à quelque chose. J'ai sorti un document plié de ma poche arrière, le contrat de mariage,
et je l'ai posé à plat sur la table entre nous. Tu as signé ça. Nous l'avons tous deux fait. Ce qui est à moi reste à moi. Les tribunaux seront d'accord. Elle fixait le document. Ses mains, qui étaient si soigneusement croisées quelques instants plus tôt, étaient maintenant pressées à plat contre la table. Tu ne peux pas juste, je ne suis pas juste n'importe quoi, ai-je dit doucement. Je suis le gars qui a bâti cette vie. Je suis le gars qui a payé ce crédit pendant 17 ans, et je suis le gars qui attendait patiemment que tu fasses ton prochain mouvement. Je me suis levé et j'ai pris mon mug de café. Tu l'as fait. Maintenant, on avance. Je suis sorti de la cuisine et je l'ai laissée assise là avec ses papiers de divorce soigneusement préparés et absolument aucun plan B. Et Diana m'a appelé un mercredi matin alors que j'étais en train de faire une visite de contrôle sur le coffrage de lait. Je me suis mis sur le côté et elle est allée droit au but comme toujours. Pas de préambule, pas d'adoucissement. Le détective privé avait terminé son rapport complet sur Matt Kowalski. Je connaissais déjà les grandes lignes. Vivait chez sa mère à Andersonville, dette dépassant 60 000 €, aucun bien. Mais le tableau complet était tout autre. Matt avait 41 ans et n'avait jamais occupé un emploi pendant plus de 2 ans et demi. Il avait travaillé dans la vente, puis dans l'assurance, puis brièvement comme gérant de salle de sport avant que ça ne fasse faillite. Il se présentait actuellement sur les réseaux sociaux comme consultant en affaires, ce que l'enquêteur a noté comme signifiant qu'il n'avait aucun emploi actuel enregistré. Les deux jugements contre lui venaient d'une société de crédit et d'un ancien propriétaire. Celui du propriétaire était particulièrement révélateur. Il avait été expulsé d'un appartement à Antioche il y a 3 ans pour non-paiement, ce qui correspondait au moment où il était apparemment retourné chez sa mère. Sa voiture était une Audi en leasing. Évidemment. Diana a aussi confirmé ce que son assistante avait signalé plus tôt concernant Roger Delroy, l'homme que son enquêteur croyait être le père biologique de Jake. Delroy était estimateur principal de projets chez Tanet et Reed Construction à Paris. Marié depuis 14 ans, 3 enfants, actif dans sa communauté paroissiale, coach de l'équipe de foot de son fils, sous tous les aspects extérieurs, une vie tout à fait respectable. J'y ai réfléchi un moment. Un homme avec ses 3 propres enfants coachant le foot alors que ma femme portait un enfant dans ma maison. Qu'est-ce que je fais avec Delroy? Ai-je demandé à Diana. Pour l'instant, rien, a-t-elle dit. Sa connexion biologique avec Jake est pertinente pour le litige en paternité, mais nous n'avons pas besoin de l'affronter directement pour l'utiliser légalement. Les résultats ADN le nomment. C'est suffisant. Et le litige en paternité lui-même, nous avons déposé une contestation formelle dans le cadre de la procédure de divorce. La loi française le permet. Étant donné que vous avez les résultats ADN, la documentation sur le groupe sanguin et la chronologie établie par l'enquêteur, le tribunal tranchera presque certainement en votre faveur. Elle a fait une pause. Je veux être honnête avec vous, Patrick. Il y a une chance que le juge vous considère toujours comme parent de fait étant donné le temps que vous avez passé avec Jake, mais l'obligation financière, la paternité légale, c'est ce que nous contestons, et je crois que nous allons gagner. Je me suis adossé à la clôture du chantier et j'ai regardé l'armature en acier du bâtiment que je supervisais depuis 7 mois. Chaque poutre dans cette structure était à sa place parce que quelqu'un l'avait mesuré, vérifié et validé avant de s'engager. Déposez-le, ai-je dit. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je repoussais. Je me suis assis à ma table de cuisine pendant que Lynette était à l'une de ses sorties nocturnes de plus en plus fréquentes, et j'ai appelé Brody. Il a répondu à la 2e sonnerie. Papa? Et gamin, t'as quelques minutes? Oui, bien sûr. Je lui ai raconté avec précaution et seulement ce qu'il avait besoin de savoir, que j'avais obtenu les résultats ADN et que Jake n'était pas biologiquement le mien. Je lui ai dit que je gérais ça avec Diana, que le divorce avançait et qu'il n'avait pas à s'inquiéter de mon côté. Il y eut un long silence. Puis Brody a dit, « Papa, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Tu n'as pas à être désolé, lui ai-je dit. Je sais. Je voulais juste, il s'est arrêté. Comment tu tiens le coup, pour de vrai? J'y ai réfléchi honnêtement. Je suis stable. Je ne vais pas faire semblant que ça ne fait pas mal parce que ça fait mal. Mais je ne suis pas perdu. Je sais ce que je fais. Il est resté silencieux encore un battement. Bien, a-t-il dit. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Après avoir raccroché, je suis resté assis à cette table un moment.
Pas en train de sombrer, pas en train de tout rejouer, juste assis. Il y a une sorte de chagrin qui ne s'annonce pas bruyamment. Il s'installe juste dans votre poitrine comme un poids. Je l'ai laissé là. Puis je me suis levé, j'ai fait à dîner et je suis allé me coucher. 3 jours plus tard, Diana a déposé la contestation en paternité et la documentation sur les biens simultanément. L'avocat de Lynette a reçu la paperasse un vendredi après-midi. J'étais sur un chantier à Marne-la-Vallée quand Diana m'a envoyé un SMS, déposé. L'autre partie c'est maintenant ce que vous avez. J'ai lu le message, mis mon téléphone dans ma poche et je suis retourné au travail. Le lundi après le dépôt de Diana, Lynette est rentrée à 19 h et a trouvé chaque objet qui lui appartenait exclusivement, ses vêtements, ses affaires personnelles, sa collection de bougies décoratives qu'elle insistait pour garder dans chaque pièce de la maison. Emballées dans des cartons et empilées soigneusement le long du mur près de la porte d'entrée. J'étais assis sur le canapé en train de lire quand elle est entrée. Elle s'est arrêtée dans l'encadrement et a fixé les cartons. Puis elle m'a fixé. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était soigneusement contrôlée mais tendue en dessous. « Je prends de l'avance, ai-je dit en posant mon livre. Tu as demandé le divorce. Ça ne sert à rien de traîner sur la logistique. Je vis toujours ici, Patrick. Pour l'instant, ai-je dit, mais je veux être transparent avec toi. La maison est à moi. Le contrat de location n'a que mon nom depuis le renouvellement de 2018. Et le cabinet de Diana a déjà confirmé que ton statut légal ici en tant que co-résidente a pris fin au moment où tu as déposé la demande. J'ai gardé mon ton parfaitement égal. Tu as 2 semaines pour prendre tes dispositions. C'est plus que juste. Sa contenance a tenu encore quelques secondes. Puis elle a lâché. Tu trouves ça juste ? A-t-elle dit, sa voix montant. J'ai un enfant de 2 ans, Patrick. Tu ne peux pas juste emballer mes affaires et me donner une date limite comme si j'étais une locataire. Tu as un enfant de 2 ans, ai-je convenu. Et je travaille avec Diana pour assurer des dispositions appropriées pour la garde de Jake et sa situation de vie. Le processus sera géré par le tribunal, pas par ce que tu espérais arranger informellement. Je me suis levé. Ce que je ne vais pas faire, c'est te laisser rester dans cette maison sans payer de loyer pendant que ton avocat essaie de réclamer la moitié de tout ce que j'ai construit. Elle s'est approchée, ses yeux durs. Tu ne peux pas m'empêcher de voir Jake. Je vais me battre pour ça. Batte-toi, ai-je dit. Mais pendant que tu fais ça, garde en tête que Diana a les relevés bancaires, les frais d'hôtel, le rapport de l'enquêteur. J'ai soutenu son regard. Tout ça. Ça a fait mouche. Je l'ai regardé encaisser. Elle a légèrement déplacé son poids, un petit mouvement, mais j'avais appris à la lire. C'était Lynette en train de se recalibrer. Quel frais d'hôtel ? Le Marriott dans le centre, ai-je dit, 2 fois. Une fois quand je travaillais de nuit et une fois quand tu m'as dit que tu étais chez Karen à Orléans. J'ai penché la tête légèrement. Comment va Karen, d'ailleurs ? Le silence qui a suivi fut la chose la plus bruyante dans la pièce. Je suis aussi au courant pour l'argent, ai-je continué. 8 400 € en retrait d'espèces sur 14 mois. Diana a documenté chaque transaction. J'ai repris mon livre. Je le sais depuis un moment, Lynette. J'attendais juste le bon moment pour montrer mon jeu. Elle est restée au milieu du salon sans parler pendant un long moment. Puis elle a dit doucement, « Et pour Jake ?» Et voilà, la vraie question. Pas l'argent, pas la maison, Jake. J'ai reposé le livre et je l'ai regardé directement. J'aime ce garçon, ai-je dit, et je pensais chaque mot. Je l'ai aimé depuis le jour où il est né. Rien de ce qui est dans ces documents ne change ça dans mon cœur. J'ai gardé ma voix stable. Mais je ne vais pas être légalement nommé comme le père biologique d'un enfant qui n'est pas le mien, et je ne vais pas payer de pension sur cette base. La vérité va éclater dans ce tribunal, Lynette. C'est déjà dans le dossier. Elle a fermé les yeux un moment. Tu devrais y aller, ai-je dit. Pas ce soir. Je ne te demande pas de partir ce soir, mais tu dois commencer à faire des plans parce que dans 2 semaines, les serrures seront changées. J'ai repris mon livre. Elle est restée là 1 minute de plus. Puis j'ai entendu ses pas dans les escaliers. Je ne l'ai pas suivi. Je suis resté assis là et j'ai pensé à Jake endormi dans sa chambre. Ce petit visage, ses mains potelées,
la façon dont il riait pendant le bain pendant que je faisais le prélèvement ADN. Et j'ai ressenti quelque chose de compliqué, de lourd et de totalement honnête. Je n'allais pas fuir. Je n'allais pas faire semblant, mais je n'allais pas non plus porter un mensonge pour toujours. Diana m'avait conseillé de laisser le processus juridique gérer Roger Delroy. Elle avait raison. Professionnellement parlant, les résultats ADN le nommaient. Le tribunal gérerait la question de la paternité sans que j'aie jamais à dire un mot directement à l'homme. J'ai laissé passer 2 semaines après le dépôt. J'ai laissé le cabinet de Garrett envoyer 3 lettres de plus en plus agitées à Diana, l'avocate de Lynette. J'ai laissé Lynette se déplacer dans la maison avec l'énergie tendue de quelqu'un qui recalculait furieusement tout ce qu'elle pensait savoir sur sa position. Et puis un mardi soir, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Roger Delroy. Non pas par colère, non pas pour le menacer ou faire exploser sa vie ou faire une scène. Je l'ai appelé parce que j'avais besoin de lui dire une chose directement, d'homme à homme, et puis j'avais besoin d'en finir. Il a répondu à la 4e sonnerie. Sa voix était prudente. Il avait probablement vu un numéro inconnu et avait failli ne pas répondre. Roger Delroy. Ai-je dit. Je m'appelle Patrick Greer. Je pense que vous savez pourquoi j'appelle. Une longue pause. Puis très doucement, oui. Je ne vais pas rendre ça compliqué, ai-je dit. J'ai les résultats ADN. Mon avocate les a. Le tribunal va les avoir. Je n'appelle pas pour vous menacer ou négocier avec vous. J'ai gardé ma voix égale et stable. La même voix que j'utilise quand je dis à un sous-traitant quelque chose qui n'est pas négociable. J'appelle pour vous dire qu'il y a un garçon de 2 ans et demi qui va avoir besoin d'un père. Je ne vais pas être ce père légalement. Cela signifie que la responsabilité va vous incomber. Je suggère que vous commenciez à comprendre ce à quoi cela ressemble. Un autre silence. Puis il a dit, je ne savais pas. Je ne suis pas intéressé par ce que vous ne saviez pas, ai-je dit. Je suis intéressé par ce que vous faites pour la suite. Ce garçon n'a demandé rien de tout ça. J'ai raccroché. Je suis resté assis à la table de la cuisine 1 minute. Pas triomphant, pas soulagé, juste fini avec cette partie précise. La chose suivante à gérer était Matt. Diana avait déjà signalé les 8 400 € en retrait d'espèces comme preuve de dissipation des biens du mariage. C'était le terme juridique, et il était fort dans les procédures de divorce. Mais 2 jours après le dépôt, son assistante a découvert quelque chose de plus qui changeait considérablement la donne. En repassant sur les relevés de cartes bancaires, il y avait 3 débits sur un compte que Lynette avait ouvert à son nom de jeune fille, un compte dont je ne soupçonnais pas l'existence. Solde total transféré sur les 8 derniers mois, 23 000 €. Les débits correspondaient à des dates où Matt avait prétendument besoin d'aide pour des factures, un paiement de voiture et ce qui semblait être un transfert d'argent vers un compte sur une application de paiement enregistrée au nom de Mathieu A. Kowalski. J'ai appelé Diana dès qu'elle m'a transféré la documentation. Ça change considérablement la donne pour les biens, a-t-elle dit. 23 000 € provenant d'un compte matrimonial transféré à un tiers ne vont pas plaire à un juge. Combinés aux 8 000 € de retrait d'espèces, nous regardons plus de 30 000 € de dissipation documentée. Comment ça affecte les procédures? Cela signifie que le tribunal est susceptible de considérer toute demande financière qu'elle fait avec un scepticisme significatif, a dit Diana. Son avocat le sait maintenant. C'est pour ça que vous recevez 3 lettres par semaine. 2 jours après cette conversation, quelque chose est arrivé que je n'avais pas anticipé. Matt a disparu. Pas littéralement. Il n'a pas disparu de la surface de la Terre. Mais Lynette est descendue un jeudi matin avec l'air de ne pas avoir dormi, s'est assise à la table de cuisine avec son café refroidissant devant elle et n'a rien dit pendant 20 minutes. Je suis passé, et servi mon propre café et ai demandé avec désinvolture si tout allait bien. Elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Pas de colère, pas de calcul, juste le regard brut, exposé, de quelqu'un à qui on vient de retirer le sol sous les pieds. Matt n'est nouneux. Elle s'est arrêtée, a recommencé. Il a changé de numéro. Je n'ai rien dit. Il a arrêté de répondre à mes appels et ensuite son numéro a été déconnecté et je. Elle a serré les lèvres. J'ai pris mon mug de café. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. D'un ton détaché, comme on parle de quelque chose qui était toujours inévitable.
Puis je suis sorti de la cuisine et je l'ai laissée assise là. Ce soir-là, j'ai appelé Brody. Il a répondu immédiatement. Je lui ai parlé des 23 000 €, de la disparition de Matt, de là où les choses en étaient avec Diana. J'ai gardé sa factuelle et calme. Quand j'ai fini, Brody est resté silencieux un moment. Puis il a dit, elle m'a envoyé une lettre, papa. Ta mère? Oui, la semaine dernière. 3 pages. Elle expliquait tout ou a essayé. Elle disait qu'elle était confuse. Elle disait qu'elle avait fait des erreurs. Elle disait qu'elle espérait que je comprendrais un jour. Il a fait une pause. Je n'ai pas répondu. C'est ton choix, ai-je dit. Complètement le tien. Je sais, a-t-il dit. Je ne suis juste pas prêt. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Autre pause. J'ai apporté la lettre chez toi. Je l'ai laissée dans ta boîte aux lettres. Je pensais que tu devrais la lire. Je suis allé à la boîte aux lettres après avoir raccroché. L'enveloppe était là, scellée. Le nom de Brody et l'écriture de Lynette sur le devant. Il l'avait glissée à l'intérieur sans l'ouvrir, renvoyant l'expéditeur à sa façon. Je l'ai ramenée à l'intérieur, posée sur le comptoir et je l'ai regardée pendant un long moment. Puis je l'ai mise dans le tiroir de la cuisine et je l'ai laissée là. Non pas parce que j'avais peur de ce qu'il y avait dedans, mais parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être lues pour être comprises. J'ai qu'à eu 3 ans un jeudi de novembre. Je savais que la date approchait. J'en étais conscient, de la même façon qu'on est conscient d'un système dépressionnaire qui arrive. On le suit à l'horizon. On fait ses préparatifs et on décide à l'avance de la façon dont on va le gérer quand il arrive. Lynette avait déménagé 11 jours plus tôt. Elle louait un appartement d'une chambre dans l'Est parisien. Temporaire, avait dit son avocat à Diana, pendant qu'elle réfléchissait à ses prochaines étapes. Elle avait pris ses cartons, sa voiture et tous les arrangements qu'elle avait bricolés pour la garde de Jake pendant la transition. La maison semblait différente sans eux. Plus calme. Pas vide, exactement. Juste débarrassée de quelque chose qui prenait de la place. L'anniversaire de Jake tombait un jeudi, ce qui était l'un des jours de garde de Lynette selon l'accord provisoire négocié par Diana. J'avais Jake les lundis, mercredis et un week-end sur 2. Un arrangement temporaire en attendant le jugement de divorce final, mais approuvé par le tribunal. J'aurais pu trouver une raison de passer. C'était son anniversaire. Personne n'aurait posé de questions. Je n'y suis pas allé. Ce n'était pas de la cruauté. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était le genre de décision la plus difficile. Celle où vous savez que ce qui semble juste sur le moment n'est pas ce qui est juste à long terme. Diana avait été claire, se présenter à l'appartement de Lynette sans invitation un jour de garde, même pour un anniversaire, brouillerait les pistes juridiques. Cela signalerait au tribunal que les frontières n'étaient pas respectées. Et pour le moment, les procédures judiciaires étaient la seule chose qui se dressait entre moi et un jugement qui me coûterait bien plus qu'une visite d'anniversaire. Alors, à la place, j'ai conduit jusqu'à la maison de mon père. Franck était dans le garage quand je me suis garé, en train de travailler sur la réparation d'un petit moteur, la tondeuse d'un voisin, quelque chose qu'il faisait occasionnellement juste pour garder ses mains occupées. Il a levé les yeux quand il a entendu mon pick-up. « Je pensais que tu pourrais passer aujourd'hui, » a-t-il dit. Je me suis assis sur le tabouret de l'établi et je l'ai regardé travailler un moment sans rien dire. Le garage sentait l'huile, le métal et la sueur, la même odeur qu'il avait eue toute ma vie. Il y avait quelque chose de rassurant là-dedans. Après quelques minutes, Franck a posé la clé et m'a regardé. « Comment tu tiens ? » « C'est son anniversaire, ai-je dit. Je devrais être là. »« Oui, » a dit Franck simplement. « Tu devrais, et tu ne le es pas. Et c'est à cause des choix qu'elle a fait, pas des choix que tu as fait. » Il a repris la clé. Ça ne rend pas les choses plus faciles, mais c'est vrai. Nous sommes restés dans ce garage pendant 2 heures. Il a fini la tondeuse. J'ai aidé à réorganiser le mur à outils, quelque chose que nous voulions faire depuis des mois. On n'a pas beaucoup parlé. On n'avait pas besoin. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un magasin de jouets et j'ai acheté à Jake un train en bois, le genre avec des connecteurs magnétiques et des petits pompins. Je l'ai ramené à la maison et l'ai mis dans le placard de la 2e chambre pour mercredi. Quand il serait de retour avec moi cette nuit-là, mon téléphone a sonné à 21h47.
Numéro inconnu. J'ai répondu. C'était Linette. Elle avait pleuré. Je pouvais l'entendre dès la première syllabe. Sa voix était tendue et petite, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Patrick, a-t-elle dit, j'avais besoin de dire quelque chose. Je me suis assis sur le bord du lit. J'écoute. Il a 3 ans, a-t-elle dit. Il a soufflé ses bougies et il a demandé où tu étais et je ne savais pas quoi lui dire. Un soupir tremblant. Je lui ai dit que tu le verrais bientôt. Il a dit d'accord. Et puis il est retourné à son gâteau. Elle s'est arrêtée. Je ne pense pas avoir compris ce que je faisais. Je ne pense pas avoir compris ce que j'étais en train de démolir jusqu'à ce que ce soit déjà en morceaux. Je n'ai rien dit un moment. Je t'entends, ai-je dit enfin. Patrick. Linette, ai-je dit, je suis content que tu aies appelé. Je suis content que tu aies dit ça, mais c'est 2 semaines trop tard, et 30 000 € trop tard, et un test ADN trop tard. Ma voix est restée calme. Pas dure, juste honnête. J'ai qu'à demander où j'étais. Je serai là mercredi. C'est ce que je peux te donner pour le moment. Un long silence, puis, d'accord, a-t-elle dit à peine au-dessus d'un murmure. Bonne nuit, Linette. J'ai posé le téléphone et je suis resté assis dans le calme de la maison pendant un long moment. Dehors, un vent de novembre soufflait à travers les arbres le long de l'allée des sycomores. À l'intérieur, c'était immobile. J'ai pensé à Jake à la table d'anniversaire demandant où j'étais, et je me suis autorisé à ressentir chaque morceau de cela. La date de l'audience a été fixée au 2e jeudi de décembre. Diana avait passé les 3 semaines précédentes à se préparer avec le genre de précision focalisée qui me rappelait les meilleurs chefs de projet avec qui j'avais travaillé au fil des ans. Des gens qui pensaient 10 étapes en avance, anticipaient chaque objection et entraient dans une pièce en sachant plus que tout le monde. Je lui faisais totalement confiance. Cette confiance avait été méritée. Le matin de l'audience, j'ai mis mon bon costume anthracite, celui que je portais pour les présentations de jalons de projet et les réunions de préconstruction avec les inspecteurs de la ville. Je n'allais pas entrer dans ce tribunal avec l'air d'un homme qui avait été battu. Je me suis rasé, j'ai fait du café et j'ai conduit jusqu'au centre de Paris dans le calme concentré que j'utilisais pour me stabiliser avant des jours difficiles au boulot. Linette était déjà là quand je suis arrivé, assise avec son avocat, un homme nommé Garrett, la quarantaine, le genre d'avocat qui compensait une affaire faible par une voix forte. Linette était habillée avec soin. Ses yeux ont rencontré les miens à travers la pièce pendant une seconde, puis sont tombés. Je me suis assis à côté de Diana et elle s'est penchée et a dit doucement, on est en bonne position. Laissez-moi faire la parlotte. J'ai hoché la tête. C'était le plan. Garrett a commencé avec la position de Linette, qu'elle avait droit à une distribution équitable des biens matrimoniaux, qu'elle avait été la principale responsable des 2 enfants pendant le mariage, et que la contestation en paternité était punitive et sans fondement. Il était fluide. Je lui accorderai ça. Diana l'a démonté pièce par pièce. Elle a déposé le contrat de mariage signé et notarié, pleinement exécutoire en droit français. Elle a déposé l'acte de propriété uniquement à mon nom depuis le refinancement de 2020. Elle a déposé les relevés bancaires, 8 400 € en retrait d'espèces sur 14 mois. Elle a déposé la découverte du compte secondaire au nom de jeune fille de Linette, 23 000 € transférés à un tiers sur 8 mois. Elle a déposé les reçus d'hôtel. Elle a déposé le rapport de l'enquêteur. Puis elle a déposé les résultats ADN. La juge, une femme à la fin de la cinquantaine, avec des lunettes de lecture, qui ne donnait absolument rien avec son expression, a examiné chaque document à tour de rôle. Garrett a objecté 3 fois. La juge n'en a retenu aucune. Sur la question de la paternité, la juge a noté que la loi permettait de contester la présomption de paternité avec des preuves claires et convaincantes. Les résultats ADN, a-t-elle dit, constituaient exactement cela. Le père biologique enregistré devait être corrigé pour refléter les conclusions réelles. Ma paternité légale fut formellement dissoute. Sur la question des biens, la juge a examiné le contrat de mariage, l'a trouvé exécutoire et a statué en conséquence. La maison restait mienne. Mes économies personnelles restaient miennes. Le compte joint matrimonial, ce qu'il en restait après les retraits d'espèces et les transferts non autorisés, devait être partagé. Mais étant donné la dissipation documentée, la part de Linette a été réduite proportionnellement.
Gareth a fait une dernière poussée pour une prestation compensatoire. La juge l'a regardée par-dessus ses lunettes de lecture et a dit qu'elle n'était pas encline à accorder une prestation à une partie qui avait manifestement dissipé les biens matrimoniaux. Elle a donné 30 jours à Lynette pour libérer toute propriété personnelle restante de la maison. C'était fini en 2h14. Diana a rassemblé ses dossiers et a dit sans cérémonie, ça s'est passé aussi bien que ça pouvait. Elle m'a serré la main. Vous avez été patient et vous avez été préparé. C'est ce qui a gagné cette affaire. Je suis sorti du tribunal dans un après-midi de décembre froid. Le ciel était du genre bleu clair, tranchant, qui n'arrive qu'en hiver. Je suis resté sur les marches un moment et j'ai respiré. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas comme quelqu'un qui fête ça. Ce que je ressentais, c'était de la propreté, comme un chantier après que la dernière inspection a été passée, que la paperasse a été signée et que vous pouvez enfin passer à la phase suivante. J'ai appelé Brody depuis le parking. C'est fait, lui ai-je dit. Une pause. Puis, comment ça s'est passé? Comme prévu, ai-je dit. La maison est à moi. La décision sur la paternité est allée dans notre sens. Diana était exceptionnelle. Papa, a-t-il dit, et puis il n'a rien dit d'autre un moment. Juste ce mot avec tout dedans. Bien, a-t-il fini par dire. C'est vraiment bien. Comment se passent tes partiels? Ai-je demandé. Il a ri. Un rire surpris, authentique. Le genre qui vient quand quelqu'un pose une question totalement normale au milieu d'un moment anormal. Il en reste 2, a-t-il dit. Analyse structurelle et thermodynamique. Rappelle-moi après la thermo. On dînera quand tu seras rentré pour Noël, ai-je dit. Marché conclu, a-t-il dit. Je suis rentré chez moi, j'ai enlevé le costume anthracite et je suis allé au garage. J'ai passé 2 heures à organiser mes outils, sortant tout du mur, nettoyant chaque élément, le raccrochant à sa place appropriée. C'était quelque chose que je faisais quand j'avais besoin de sentir de l'ordre sous mes mains. Quand je suis rentré à l'intérieur, la maison était calme et pleinement mienne. Brody est rentré pour les vacances de Noël un samedi soir, arrivant dans le pick-up d'occasion qu'il avait acheté l'été précédent avec l'argent qu'il avait gagné en travaillant dans une équipe de charpente. Il s'est garé, est sorti, et nous nous sommes serrés la main, puis serrés dans les bras. Le genre d'accolade solide et bref que les hommes qui n'ont pas besoin de jouer leur affection se donnent. Il avait bonne mine, plus grand d'une certaine manière, ou peut-être juste plus droit. L'université lui réussissait. Nous avons passé Noël calmement, juste nous deux. Franck est monté de la région d'Orléans pour se joindre à nous pour le dîner de Noël. Mon père a mangé 2 portions du rôti de bœuf que j'avais fait, a complimenté la sauce 2 fois et a dit à Brody qu'étudier l'ingénierie était la 2e meilleure décision qu'un homme pouvait prendre. Quand Brody a demandé quelle était la première, Franck a dit « connaître son propre esprit ». Puis il a bu son café et n'a pas élaboré, parce que Franck ne le faisait jamais. Pendant les jours qui ont suivi Noël, Brody et moi avons conduit vers l'Est, dans les Vosges. Nous parlions de faire une randonnée hivernale depuis quelques années et n'avions jamais trouvé le temps. Maintenant, nous avions le temps et nous avions la raison. J'ai chargé le pick-up la veille, tente, sac de couchage classé pour moins 10 degrés Celsius, matériel de cuisine, 2 jours de nourriture. Nous sommes partis à 5 heures du matin avec des thermos de café, le chauffage du pick-up tournant à fond. Nous avons atteint le départ du sentier près du ballon d'Alsace avant 9 heures et avons commencé la montée. Le sentier était calme en hiver. Pas de foule, pas de randonneurs du dimanche, juste le froid, les arbres nus et le bruit de nos chaussures sur le sol gelé. Le gain d'altitude était graduel au début, puis stable, et nous sommes tombés dans le genre de rythme de randonnée où parler devient naturel parce que vous regardez tous les deux devant vous et qu'il n'y a aucune pression. Nous avons parlé des cours de Brody, du professeur de génie structurel qu'il respectait et de celui qu'il n'aimait pas. Nous avons parlé de l'équipe de charpente avec laquelle il avait travaillé pendant l'été, des types 2 fois plus âgés que lui qui lui avaient appris plus en 3 mois qu'il ne l'aurait espéré. Nous avons parlé de ce qu'il voulait faire après son diplôme. Nous n'avons pas parlé de Lynette, pas directement, non pas parce que c'était un sujet interdit, mais parce qu'il ne restait plus rien à dire à ce sujet qui n'avait pas déjà été dit. Ce chapitre était clos. Les pages étaient sèches. Nous avons monté le camp juste en dessous du sommet en début d'après-midi dans un endroit abrité avec une ligne de vue dégagée vers l'ouest. La température chutait et le ciel avait pris la couleur profonde et sombre qui signifiait qu'une perturbation arrivait.
Nous avons monté la tente rapidement et construit un feu dans le cercle de pierre avec du bois mort collecté le long de la lisière de la clairière. Cette nuit-là, nous étions assis près du feu avec nos mugs de café brûlants et l'obscurité pressant sur les bords de la lumière du feu, et Brody a dit de nulle part, « Je suis fier de toi, papa. » Je l'ai regardé à travers le feu. « Je le pense, » a-t-il dit. « La façon dont tu as géré tout ça. Tu ne t'es pas effondré. Tu n'as rien fait de stupide. Tu as géré. » J'ai réfléchi à ça un moment. Aux nuits à la table de la cuisine, au bureau de Diana, au tribunal, à l'appel à Delroy, à l'anniversaire de Jake et au train en bois dans le placard, que je lui avais donné lors de la première visite du mercredi après l'audience. Le regardant s'asseoir sur le sol et connecter les pièces avec une concentration totale. J'avais de bonnes personnes dans mon camp, ai-je dit. Toi, Frank, Diana. Ouais. Brody a dit, mais tu devais quand même être celui qui portait tout ça. Nous sommes restés là-dessus un moment. Le feu crépitait et changeait. Un hibou a ululé quelque part dans les arbres sombres au-dessus de nous. Qu'est-ce qui arrive maintenant? A demandé Brody. On construit quelque chose de nouveau, ai-je dit. C'est ce que tu fais après qu'un chantier a été nettoyé. Tu construis quelque chose de nouveau dessus. Il a hoché la tête lentement, regardant dans le feu. Puis il a dit, j'aime ça. Nous nous sommes couchés vers 22 heures. Je suis resté allongé dans mon sac de couchage, écoutant le vent bouger à travers la crête au-dessus de nous, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas exactement du bonheur, pas encore, mais le prédécesseur solide et fiable de celui-ci. Le sentiment que le sol sous vous est plat et réel, et que vous savez exactement sur quoi vous vous tenez. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés avec 5 cm de neige sur la toile de tente et un ciel devenu pur et blanc. Nous avons fait des flocons d'avoine sur le réchaud et les avons mangés debout, regardant la crête entrer dans le champ de vision à mesure que la lumière grandissait. Brody l'a regardé et a dit, pas mal. Pas mal du tout. J'étais d'accord. Nous avons démonté le camp, chargé nos sacs et commencé à redescendre la montagne. Père et fils, 2 hommes qui savaient où ils en étaient l'un avec l'autre, marchant vers l'avant à travers un matin froid et brillant avec tout le sentier devant eux.